J'ai rencontré Franck, mon invité de ce jour, il y a une dizaine d'années, sur le lieu même où il exerçait son métier de dirigeant. Ce lieu, c'est le siège de Kipsta, l'une des marques majeures de l'entreprise Decathlon dont il était à l'époque directeur général de la marque. J'avais été subjugué par l'histoire que m'avait racontée Franck, comment il avait bataillé pour obtenir que le siège de Kipsta soit créé en plein cœur d'un quartier défavorisé de la métropole lilloise, pourquoi il avait décidé de rénover une ancienne usine plutôt que de raser et construire du neuf, pourquoi et comment il avait impliqué les enfants des écoles alentours pour donner des noms aux différents terrains de sport du site. Il m'avait aussi expliqué l'émotion des anciens salariés de l'usine abandonnée lors de l'inauguration du nouveau siège, magnifique, il faut le dire, de Kipsta. J'avais compris que ces choix audacieux et engageants faits par Franck reflétaient des convictions profondes. Vous savez, ces convictions tellement ancrées qu'elles donnent une force incroyable pour se battre, pour sortir des sentiers battus, on pourrait même dire des sentiers convenus, et pour surmonter l'adversité. Et au fond, cette histoire que m'avait racontée Franck se résumait en quelques mots. Quel sens donner à notre entreprise ? En préparant cet épisode, Franck m'avait exprimé qu'il avait 3 passions. La première, c'est la nature. Il est fils et petit-fils d'agriculteurs. Il a appris que la terre nous nourrissait et que nous devions en prendre soin. Sa deuxième passion, c'est le sport. Il a joué au football de façon un peu intensive de 5 à 35 ans. Et puis, troisième passion, l'humain. Il nous en dira plus tout à l'heure. Alors Franck Desmarais, bonjour. Je ne résisterai pas tout à l'heure à l'envie impérieuse de te demander, à toi qui as passé 28 ans chez Decathlon, à des postes de haute responsabilité, de nous partager ce que sont les facteurs clés de succès de cette entreprise, que personnellement, soit dit en passant, j'aurais adoré avoir créé. Et puis je suis sûr que nous aurons l'occasion de partager autour de l'humain. Quand on est un dirigeant, un manager, qu'on part d'une matière première que sont des individus uniques, tous différents, comment réussir à construire une équipe alignée autour d'une finalité commune. Alors Franck, j'imagine que cette passion que tu as pour le sport a été déterminante pour ton orientation professionnelle. Je te laisse nous raconter. Cette passion pour le football m'a surtout permis de faire des rencontres humaines assez incroyables et de comprendre une chose en fait, c'est que tout compte fait, le plus important c'est l'équipe et que quel que soit son talent individuel, personne ne sera jamais plus fort que l'équipe. Mais peut-être qu'on y reviendra aussi sur l'équipe. Cette passion m'a emmené dans une entreprise pour laquelle je me suis passionné, une entreprise passionnante et qui s'appelle Decathlon. Donc j'ai travaillé 28 ans pour le groupe Decathlon. Je suis rentré communément dans ce cadre Decathlon. Je suis rentré comme vendeur en contrat étudiant. Et puis, à l'issue de mes études, donc, je suis rentré comme responsable de rayon. J'ai fait toute cette carrière dans l'entreprise qui m'a conduit à être en direction générale pendant 3 ans. J'étais directeur des ressources humaines de ce groupe, donc sur les années 2005-2007. Et puis, les 10 dernières années, j'ai été directeur général de la marque Kipsta, donc la marque des sports collectifs du groupe Decathlon, dont le Kipstadium était l'un des projets majeurs. Qu'est-ce que ça veut dire être directeur général d'une marque au sein de Decathlon ? En fait, la marque, c'est de préparer son offre, parce que on prépare une offre internationale, donc c'est, sachant que Decathlon, c'est aussi la rencontre entre un produit et un utilisateur. Donc, même si ce sont les clients qui achètent, mais on touche les utilisateurs. Et c'est de préparer en tout cas ces offres, en tout cas mondiales, qui deviennent offres locales dans les choix de gamme que font les équipes en local, partout à travers le monde. C'est aussi faire travailler des femmes et des hommes d'horizons différents, de métiers différents. Ce sont des ingénieurs, des designers, des chefs de produits. Ce sont aussi toutes les filles et les garçons qui, à travers le monde, accueillent les clients de Decathlon. Donc c'est ça. Et puis, bien sûr, c'est de penser le long terme, le futur, et faire en sorte que cette marque, elle réponde toujours à un besoin impérieux du groupe Decathlon. C'est de permettre aux femmes et aux hommes de pratiquer du sport et d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Et à l'époque, Kipsta, c'était pas seulement la marque de foot, je crois, c'était toutes les marques de sport collectif quand tu en étais
était le dirigeant, Exactement. je crois. À l'époque, Kipsta, c'est toutes les marques des sports collectifs, donc de Decathlon. Donc c'était du football, du basketball, du handball, mais c'était aussi du cricket, du hockey sur gazon. Ah oui. Donc des sports qu'on voit moins ici en France, mais qui sont en tout cas des grands sports mondiaux dans certains pays du monde. Et donc c'était effectivement tous ces sports-là. D'ailleurs, je crois que depuis, j'ai quitté Decathlon il y a 7 ans. Decathlon a divisé par sport, mais je crois que ils sont revenus un petit peu en arrière et que Kipsta semble en tout cas être une marque ombrelle. C'est un sport collectif du groupe Decathlon. Donc cette passion m'a aussi conduit dans une de mes passions, qui est la conjonction des deux. J'étais pendant 3 ans dans un board d'un club de football professionnel qui est le Racing Club de Lens. Donc j'ai fait une rencontre assez magique avec le propriétaire, donc Joseph Augoulian, et ce qui m'a permis en tout cas de vivre 3 années. J'étais gamin à 7 ans quand mon père m'emmenait voir le football professionnel à Lens. Puis voilà que quelques années après, je rentre dans le conseil d'administration, ce qui était juste assez incroyable. Une expérience somme toute très très enrichissante pour moi, et j'y suis resté 3 ans et demi avant de quitter le board. Puis j'ai une troisième passion, je sais pas si on les dénomme passion, mais en tout cas elle est ce que je suis. J'ai une attention très importante pour l'humain, très très importante pour l'humain. Je crois en tout cas que sûrement sur Terre, ce qu'il y a de plus beau, c'est le vivant. Le vivant, il est végétal, il est animal, mais il est aussi humain. Et l'humain, ce qui est intéressant, c'est l'unicité. C'est de comprendre que chacune et chacun est unique et qu'ensemble, on est capable de faire des choses extraordinaires. Et que, surtout dans le contexte actuel dans lequel on se parle ce matin, comprendre que nos différences sont pour chacun d'entre nous des opportunités d'apprentissage, et que plus que jamais, il faut que l'on promeut tous ensemble le vivre ensemble. Parce que je crois que le vivre ensemble, c'est aussi apaiser la société qui est la nôtre, et on a besoin de paix aujourd'hui pour continuer à se réaliser, continuer à oser tel que l'on est. Tu as été très engagé aussi dans une association, FAS. Mais en fait, 28 ans de Decathlon, c'est aussi pour moi près de 30 ans d'engagement associatif. J'ai été président de la Fondation Agir contre l'exclusion pendant une 15aine d'années ici sur Lille et sa métropole. J'ai été 12 ans administrateur du Centre communal d'action sociale de Lille. Donc j'ai travaillé sur les problèmes de petite enfance, vieillesse et mal logement. J'ai été une 15aine d'années au Secours populaire français, comité local et comité national. C'est là que très très tôt, dans les années 2005, j'ai découvert les travailleurs dits pauvres, toutes celles et ceux qui sont dans nos entreprises mais qui n'ont pas assez d'argent pour accéder à leurs besoins primaires, de facto sans aucun jugement. Quand on est famille monoparentale et qu'on est à temps partiel non choisi, on est de facto travailleurs dits pauvres. Donc c'est pas le problème de l'autre, c'est notre problème à nous, le problème de chaque entrepreneur dans son entreprise. Donc j'ai connu ça, j'ai connu les étudiants dits pauvres aussi. Et puis j'ai eu la chance de faire partie d'une expérimentation qui s'appelle la Fabrique de l'emploi, avec notamment à l'époque Yann Orpin, donc aujourd'hui qui est président du MEDEF ici sur la région. Et l'idée c'était comment redonner de la dignité à des allocataires du RSA, de faire en sorte que les femmes et les hommes qui sont au RSA puissent accéder à l'emploi, et qu'on remette au goût du jour des besoins, en tout cas des savoir-faire parfois abandonnés ici sur le territoire national français, pour redonner en tout cas et permettre aux femmes et aux hommes de retrouver leur place. Donc la nature, le sport et l'humain, ça fait quoi, remplir une vie, une belle vie. Tout à fait, c'est juste magique. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur justement l'expérience que tu as eue au moment où il fallait trouver un lieu pour héberger le centre de Kipsta? Et ça s'est fait sur Tourcoing, et ça a été quand même une belle histoire que tu m'avais racontée. J'aimerais bien que tu la partages ce matin. En fait, on est en 2013, on est au moment où les marques, en tout cas du groupe Decathlon, cherchent des camps de base. Ah oui. On avait déjà Quechua, donc, et les marques de la montagne à Salanches. On avait déjà Tribord, les sports d'eau, donc sur Hendaye. Et puis pour les sports collectifs, on cherchait un lieu. Puis c'est vrai que c'était une petite bagarre interne, parce que certains me disaient mais il faut être sur les lieux, sur les marchés de demain. Et les marchés de demain, forcément, quand on parle du basket, on peut penser que c'est aux États-Unis, on peut penser aussi que c'est en Chine. Donc qui fait aussi un très très gros marché pour le basketball. Et donc on poussait pour mettre en Asie sur les marchés émergents. Mais moi, je suis né ici dans le nord de la France. Un terrien. Je suis un ch'ti. Oui. Et la terre, effectivement, m'a appris que plus l'ancrage est profond, mieux c'est pour préparer le futur. Donc j'ai bataillé pour que la marque s'installe sur le lieu de création
donc du groupe Decathlon. Decathlon est né en 76 à Anglo, donc ici dans la métropole lilloise. Et moi, je souhaitais absolument trouver ancrage ici, parce que je crois que ce qui est important, c'est de respecter le socle de valeurs. Dans les valeurs, donc les valeurs sont aussi des valeurs des entrepreneurs du Nord, donc dans la marque Decathlon. Et il me semblait très important d'ancrer profond ici pour continuer à marcher à travers le monde. Donc de cette bataille qui a duré pas très longtemps, donc on a décidé effectivement de venir ici. Et mon expérience de président Agir contre l'exclusion faisait que je connaissais très bien le territoire ici. Ah oui. Et de ce territoire, je savais que les sports collectifs, ça devait être en tout cas dans un moment urbain, périurbain, parce que sont à la source des sports populaires. C'est ça. Et qu'il fallait absolument qu'on puisse s'implanter là où ça se passe. Et donc on s'est mis au carrefour de 3 villes. Les villes de Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Donc à l'époque, ça s'appelait la zone de l'Union. Oui, la zone. Déjà, moi, ça m'a touché parce que zone, ça veut dire que on parle déjà de zone, on met en marge. Zonard. Ouais, on met en marge. Et dans les échanges que j'ai eus avec des hommes politiques de la région, c'est vite devenu quartier de l'Union, ce qui était déjà plus intéressant. Étant quartier de l'Union, moi, je souhaitais absolument m'installer donc au cœur de ville. On savait qu'au bout du site, il y avait une plateforme de drogue qui était un peu connue, mais c'était pas un souci me concernant parce que, encore une fois, il y a des moments où les gens malheureusement quittent le chemin, mais c'est pas pour autant que moi je les condamne. Je savais que le sport était et le sport collectif était un moyen de relier les gens entre eux. C'était l'occasion aussi de leur dire qu'on allait s'implanter là, mais pour un siècle. Je dis bien, et d'ailleurs la conférence de presse que j'ai eue a fait sourire des journalistes, mais je leur disais, moi, je suis un passeur. Mes équipes, nous sommes des passeurs. On sera parti que la marque Keepstar sera encore implantée, en tout cas sur le Keep Stadium. Et c'est ce qui se passe au moment où on se parle. Et avec cette idée de rendre l'habitant acteur du développement. Du projet du Keep Stadium. Ouais, c'est important parce que quand tu t'implantes comme ça, le projet, pour moi, il fait partie du patrimoine. Et comme on faisait l'acquisition aussi de bâtiments qui étaient existants, parce qu'il y avait plusieurs entreprises, il y avait Transpol, qui était là, donc un transport urbain. Il y avait la grande brasserie moderne, donc GBM brasserie, qui était implantée. Puis il y avait une usine à gaz qui était sur le site. Et on savait que on allait récupérer des bâtiments. Je souhaitais garder un maximum de stigmates du passé, par respect pour les femmes et les hommes qui ont travaillé, aussi parce qu'il y avait une âme dans ce bâtiment. Donc, je voulais absolument qu'on garde ça, que on honore le passé de femmes et hommes qui avaient travaillé sur le site. Et il fallait qu'on invente le futur. Et pour honorer le passé et inventer le futur, on devait absolument aller rechercher toutes celles et ceux qui avaient travaillé sur le site, et on devait imaginer le site avec l'habitant du quartier. Alors, c'est quoi le Keep Stadium? Ça ressemble à quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il a un petit peu évolué, mais je vais te raconter moi de ce que je voulais, parce que ça fait quand même 7 ans que je suis parti. Moi, je voulais absolument que l'équipe Stadium soit un repère pour les femmes et les hommes. Une église, c'est un repère, une mosquée, c'est un repère, un temple bouddhiste, c'est un repère, un estaminet ici dans le nord de la France, c'est un repère. Et on a tous besoin de repères. Une famille, c'est un repère, un père, une mère, etc. Mais beaucoup de personnes n'ont plus de repères. Et je voulais absolument que ça devienne un repère. Et le repère, je voulais absolument qu'il provoque la rencontre entre des femmes et des hommes qui imaginaient les produits de demain et ceux qui utilisaient les produits, donc les utilisateurs. Et donc l'idée, c'était de mettre l'utilisateur au cœur du jeu. Donc c'est 7,8 hectares donc d'emprise foncière. Sur ces 7,8 hectares, c'est 4 hectares et demi dédiés à la pratique sportive. Et la pratique sportive, multisport, donc tous les sports, des sports collectifs. Et l'idée, c'était de faire venir des utilisateurs. Et puis pour nous, qui étions autour de ces utilisateurs, c'est d'observer ce dont ils ont besoin, mais qu'ils ne savent pas. Mais c'est aussi d'aller chercher avec eux dans leur expérience, en étant à proximité avec eux, c'est de repérer ce qu'on appelle les insights. C'est un besoin exprimé d'un futur produit, et d'être à l'écoute de ça, et de les amener et les inviter avec nous à réfléchir à toutes les étapes de création d'un produit. C'est-à-dire, on repère un insight avec eux.
on les entend. Tu joues toi avec tes copains, je suis à côté, je suis chef de produit, et j'entends que tu exprimes le fait que les petites billes qui sont sur les terrains synthétiques, elles t'embêtent parce qu'elles se collent dans la chaussette. Quand elles sont dans la chaussette, quand tu la mets dans la machine à laver, c'est l'enfer. Surtout quand tu discutes avec madame. Oui, Donc et là, ce qui est plaisir, en fait, peut devenir en tout cas problématique. Et l'idée, c'était de dire, voilà, donc, on entend cet insight, ce que tu exprimes, et on te propose, si tu souhaites, de participer à l'écriture d'un cahier des charges d'usage. De celui-là, il se transforme en cahier des charges technique, puis potentiellement une séance de créativité, puis construction d'un monstre, avant de faire un prototype, test en usage, et on te propose de tester en usage, pour ensuite, s'il est retenu en usage et retenu d'un point de vue technique, donc dans les tests techniques, à ce moment-là, on peut penser le référencer dans la gamme. Et on te propose à toi, si tu souhaites, de participer à toutes ces étapes-là. Et c'était ça le sujet, le sujet central. Et c'est pour ça que je disais à mes équipes, tout compte fait, est-ce que vous avez encore besoin des bureaux? J'en suis pas sûr. Je pense que les bureaux deviennent les terrains de pratique. Allez au bord des terrains, regardez les joueurs jouer, écoutez-les, parlez avec eux et vous aurez vos insights et après vous bosserez. Exactement. Et plutôt, si tu veux, que d'être dans un bureau derrière un ordinateur et continuer à vous former en management, parce que Decathlon, c'est une grande école de management, mais on y reviendra sûrement tout à l'heure, c'était de dire, vous deviendrez éducateur sportif. Et lorsque l'on va organiser un anniversaire sportif, vous serez au cœur du jeu. Quand je dis vous serez au cœur du jeu, à l'époque, c'était moi le premier. Donc, que tu sois directeur général de cette marque, que tu sois chef de produit, que tu sois chef de marché, que tu sois ingénieur ou designer, tu seras au cœur du jeu comme éducateur. Et tu chercheras avec nous les insights. Encore une fois, c'est qui mieux qu'un utilisateur, c'est ce dont il a besoin. Ça, c'était une grande idée, alors, de mettre le Keep Stadium au cœur de la population et d'impliquer la population, faire communiquer avec les ingénieurs. Est-ce que la mayonnaise a pris? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que les gens sont arrivés un peu en regardant de loin, puis il a fallu les apprivoiser pour qu'ils viennent jouer vraiment? Ça s'est fait naturellement? Écoute, moi, cette rencontre. À l'époque, ce que je te raconte, c'est l'un des grands savoir-faire du groupe Decathlon. Donc, je pense que Decathlon continue à se développer sur ses savoir-faire. Mais pour moi, l'enjeu, c'était avant tout un enjeu d'inclusion. Oui. C'est de faire en sorte que ce site devienne le site de l'habitant du quartier. Ouais. Et pour cela, on a organisé beaucoup d'échanges et de réunions et de partages. Et je me souviens de cette première réunion qui consistait juste à une rencontre, en fait, entre les habitants et puis nous. Dans cette rencontre, il y a que des femmes qui sont venues. Ah oui. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que les femmes qui sont venues sont toutes venues avec des gâteaux, avec des choses à partager. Et tu sais, dans ces populations que je connais bien et que j'aime beaucoup, ce sont souvent des Français d'origine étrangère. Donc, et elles sont venues partager, elles sont venues comprendre. Et sachant que moi, je leur disais, la promesse qu'on a pour vous pour l'instant, ce sont des nuisances. On va faire venir des camions, on va travailler sur le site, on va faire du bruit. Lorsqu'après, il y aura des enfants qui vont jouer, ça fait du bruit, les enfants, des coups de sifflet. On vous promet ça. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Mais ce que je peux vous dire en même temps, c'est que si vous le souhaitez, vous serez avec nous, actrices et acteurs du développement de ce projet-là. Au début, ça a été surprenant dans leurs yeux. Puis après, on a commencé à voir des hommes venir, puis des plus âgés, puis des plus jeunes. Puis on est allé chercher des anciens salariés du site. Et je me souviens d'une rencontre mais vraiment exceptionnelle où pour moi le projet c'était déjà un projet réalisé et gagné. C'est, tu sais, au rythme des travaux sur le site, quand le site était mis en sécurité, j'ai pu commencer à faire venir des gens pour visiter avec nous le site. Et je me souviens d'anciens salariés. Et puis une fois on marchait, donc c'était une usine textile, hein. Une usine. Une usine, en tout cas. C'était une usine à l'époque parce que ils étaient soit chez Transpol, soit chez GBM. On était dans la transformation du site. Et ce sont les anciens qui rentraient dans les lieux qui étaient les leurs. Et je voulais leur montrer que on avait respecté, donc notamment des stigmates du passé, et en particulier la brique du Nord qui avait été rejointoyée. Je voulais leur montrer ça et de leur montrer que de ce qu'ils imaginaient, il y a un bureau ou un garage, par exemple pour les bus. Eh bien, on avait transformé tout ça et on était en cours, en tout cas, d'évolution. Et puis, on marche comme ça, et puis il y a une dame qui vient, me prend par le bras et elle me dit « Monsieur, je tenais à vous dire merci ». Donc, je l'entends et je lui dis « c'est moi qui vous remercie de nous léguer tout ça et moi, dans mon éducation, c'est important aussi de respecter ce qu'ont fait nos aînés. Donc, on a fait ça. Et puis, on continue à avancer.
Et là, elle m'attrape à nouveau le bras, et pour la deuxième fois, elle me dit, monsieur, je tiens à vous remercier. Et là, je comprends que j'avais entendu, mais pas écouté. Donc, je m'arrête, et puis je lui dis, mais pourquoi vous me dites ça, madame? Et elle dit, regardez mon mari qui est là-bas. Mon mari et moi, on s'est connus ici, dans l'usine, quand on travaillait avant. Et mon mari et moi, on a été licenciés tous les deux en même temps. Ça fait 10 ans qu'on n'était pas venu sur le site, et ça fait 10 ans qu'on ne pouvait pas passer à côté du site. Et elle me dit, regardez mon mari, comment il est heureux. Et là, elle me regarde et elle me dit, monsieur, vous avez redonné un sens à notre vie. Waouh. J'en ai la chair de poule encore, Oui. parce que ça me touche profondément, mais je savais que c'était une réussite. Et je crois, tu sais, tel le colibri, c'est ce genre de petits exemples-là qui sont très importants pour ceux qui en bénéficient. C'est la somme de projets comme ça, individuels, qui fait qu'au global, ton projet devient un projet qui devient un grand projet, un beau projet. Et j'ai compris à ce moment-là que les femmes et les hommes allaient communiquer positivement sur le site. D'ailleurs, il est ouvert en mars. Oui, parce qu'on t'a pas dit attention, il y aura de l'insécurité, vous allez être... Non, parce que moi je voulais rentrer dans les familles. On a lancé, tu l'as dit tout à l'heure en introduction, on a lancé un concours dans les écoles primaires de Roubaix, Tourcoing et Waterloo. Et l'idée, c'était de dire aux enfants, vous avez du talent. Le talent n'a pas de couleur, il n'a pas de sexe, il n'a pas de diplôme, il n'a pas d'âge, il n'a pas de conditions sociales. Et moi, je voulais m'adresser aux enfants et de dire aux enfants, on a une trentaine de terrains avec des sports différents. Et ce qu'on aimerait, c'est dénommer chacun de ces terrains. Et on va pas faire comme d'autres le font, Camp Nou, Santiago Bernabéu, Staples Center sont des grands noms à travers le monde. Non, vous avez du talent. Et on aimerait, en tout cas, vous puissiez dénommer ces terrains. On a lancé ce concours dans les écoles. On a une centaine de propositions de noms. 30 ont été retenus. Et les terrains ont pris le prénom des enfants, de ce qu'ils donnaient. Et en fait, en faisant ça, on est rentré dans les familles. Et moi, la plus belle inauguration, il y a celle qui est officielle. Mais la plus belle inauguration, c'est lorsqu'on a accueilli ces familles et ces enfants, de les remercier ce qu'ils avaient fait et la contribution qu'ils avaient. Donc, si tu veux, en faisant tout ça, et par rapport à l'inclusion, donc, on inaugure en mars 2015, et sur une année civile complète, 12 mois, on a accueilli 160 000 personnes. Et sur les 160 000 personnes, 8 cas d'incivilité. Ah oui. Et on m'avait dit surtout, il faut pas aller s'installer là-bas, surtout pas. Mais moi, j'aurais dit, mais on n'a pas le droit de se défiler. On est sport collectif, on est sport populaire. Et le sport co, c'est de créer du lien entre les humains. Et c'est de se dire que ce qui nous différencie, ce sont des opportunités pour nous. Et donc, mon obsession, c'était de chercher le plus petit dénominateur commun humain qui fait qu'on a envie de vivre quelque chose ensemble. Aujourd'hui, le site continue à se développer. Il y a toujours des femmes et des hommes qui viennent pratiquer sur ce site. Et ce site est toujours en sécurité par l'habitant. Ouais, magnifique. Quelle belle histoire. Ça me donne envie de prolonger sur les facteurs clés de succès de Decathlon, en tout cas ceux que tu as connus, 28 ans auprès de Michel Leclerc, le fondateur, et puis ceux qui ont pris la suite. Maintenant que tu as un peu de recul puisque tu en es sorti, qu'est-ce qui fait que ça a réussi autant, quoi, quand on voit ces innovations incroyables, ces ruptures, quoi, des usages qu'on avait qui nous amènent à découvrir d'autres façons de pratiquer, de s'équiper, c'est dingue, quoi, cette histoire. Ça se le joue. Bon, moi j'ai eu la chance de travailler en direct avec le fondateur Michel Leclerc. D'ailleurs, en partant de Decathlon, je suis allé le voir pour le remercier lui et sa famille des moyens financiers et humains qu'ils ont donnés à mes équipes et moi pour avoir autant d'épanouissement pendant autant d'années. Et en tout cas, je lui ai dit merci et derrière lui, je remercie aussi Barthélémy Guilin qui représente aussi les associés familiaux, l'association familiale Mullier. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le sens. Et le sens, je me souviens que au départ, on disait rendre accessible le sport au plus grand nombre. Mais derrière ce sens-là, c'est d'être utile aux gens. C'était vraiment ça, la volonté. Et à travers d'être utile aux gens, c'est de faire en sorte que les gens qu'il y ait plus de gens plus heureux par le sport. Et que le sport, non seulement c'est bon pour la santé, ta santé, le sport comme créateur de liens, c'est ça aussi qui était important, et de se dire que si dans la vie on peut créer de la vie à travers le sport, créer de la joie dans ce que l'on vit individuellement et collectivement, et si on apprend par le sport que l'autre, en tout cas, il n'est pas pour nous une menace mais une opportunité, je pense que Decathlon
aura fait son bout de chemin. Donc c'était avant tout le sens. C'est un sacré moteur, Ouais. effectivement. Ouais. Premier pour toi. Ouais. De ce sens-là, si tu veux, je vais d'abord parler des causes humaines et après, effectivement, je reviendrai sur l'innovation. La deuxième chose que j'ai observée très très vite et que j'ai vraiment vécu, c'était de recruter des personnalités. Pas un diplôme, mais des personnalités. Et surtout, ces personnalités, ce qu'on voulait, et c'était un point de discrimination assumé, que moi, en tant que DRH, j'assumais pleinement. La discrimination, c'était sportif. Si tu as beaucoup de talent, mais que tu n'es pas sportif, dans la durée, ça marchera pas chez Decathlon. Vraiment, ça marchera pas. L'idée, c'est de se dire que la compétence s'acquiert. Mais ce qui ne s'acquiert pas, c'est ton goût, c'est ta passion du sport, par exemple. Elle ne s'acquiert pas dans le temps. Tu la vis. Il y a des gens qui aiment pas le sport et j'ai pas à les juger, c'est ok pour moi. Mais quand t'aimes le sport et quand t'as la chance de vivre le sport, ben, forcément, ça marche. D'ailleurs, il n'y a pas de réunion collective sans sport. Mais on pourrait être passionné par le marketing, passionné par la vente et faire un bon vendeur et un bon marketeur. Oui, mais là, vous avez la chance d'avoir quelque chose qui peut réunir tout le monde. Mais dans chaque réunion, il y a du sport. Oui. Si t'aimes pas le sport, ben tu trouveras toujours la raison de te dire je peux pas en faire. J'ai un petit bobo aujourd'hui où je suis un peu débordé, je peux pas le faire. Et je trouve que c'est pas cohérent. En tout cas, c'est recruter des personnalités. Donc l'idée, c'est des vouloirs sportives, vitales, des gens qui aiment la vie. Ça c'est important, et des gens concrets. Donc ça c'est peut-être un deuxième grand facteur dans la clé de recrutement. Troisième chose, c'est et là c'est quelque chose sur lequel j'ai baigné très vite, parce que quand je suis rentré, 12 mois après, j'étais directeur de magasin. Et en fait, c'est de confier vite des responsabilités à des très jeunes, le plus vite possible, et pas en avoir peur, mais apprendre à nouveau de cette insouciance, de ce que les jeunes feront. Comme nous tous, avec de l'expérience, ils vivront leur propre expérience. Et en se rappelant une chose, c'est que la destination, c'est pas le but c'est le chemin. Et le but, c'est ce que nous, on va apprendre de ce que les gens vont faire. Donc, confier vite des responsabilités à des très jeunes. T'avais quel âge quand t'es devenu directeur de magasin? Donc, moi, je suis rentré chez Decathlon, j'avais 27 ans parce que j'ai un petit peu trifouillé avant. Ouais. Mais un an après, j'étais directeur. Ah oui. 28 ans. Donc, ça a été assez rapide. Mais aujourd'hui, il y a des directeurs bien plus jeunes. Plus jeunes encore. Oui. Mais le sujet, surtout, c'est pas tant la finalité des directeurs, c'est ce que toi, tu veux faire de cette fonction et ce que tu as envie de donner aux fameux hommes qui sont avec toi. Donc ça, c'est la troisième clé, c'est confier des responsabilités, donc le plus vite possible à des jeunes. Et la quatrième clé, avant l'innovation qui est humain, et Michel Leclerc considère que c'est le succès de Decathlon, c'est l'entretien individuel. C'est que chez Decathlon, toutes les 4 semaines, tu as un entretien individuel avec ton leader, donc on va dire ton manager. Et cet entretien individuel, il est l'occasion pour toi de parler de ce qui t'a fait plaisir sur ces 4 dernières semaines passées, ce qui t'a moins plu sur ces 4 dernières semaines, et de aussi venir exprimer les décisions que tu as prises donc sur ces 4 dernières semaines. En 2005, donc j'ai la chance d'être en direction générale. J'échange un matin avec Michel Leclerc et je lui dis Michel, quand je suis rentré chez Decathlon, j'ai appris que on confie rapidement des responsabilités. Ça, j'ai appris ça, j'ai vécu ça. Mais je voudrais te faire part de mon expérience. Mon expérience, c'est que la responsabilité, elle pèse. Et on le sait quand on est dirigeant. Oh oui. On sait que quand on est dirigeant, ce qui est parfois difficile, c'est la solitude face à la décision. On peut être très très bien conseillé, très bien entouré, mais il faut décider à un moment donné. Du dirigeant, on n'en voit que ce que les gens veulent bien en voir, mais on voit pas ce qui est caché, et notamment les mots MAUX, tout ce que tu connais très très bien, je sais que tu es dirigeant, mais en tout cas, et donc Jean-Michel, peut-être que ce qui donne du plaisir, c'est pas la responsabilité, c'est la décision. C'est la possibilité de prendre des décisions. Et l'entretien individuel est devenu entretien individuel de décision. Toutes les 4 semaines. Et concrètement, ça se passe en combien de temps? C'est 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie. Tu peux considérer que tu as 12 entretiens par an. Le 13e, c'est ton entretien annuel d'activité, c'est ton bilan de l'année. Oui, c'est ça. D'accord. Mais comme tu as déjà eu 12 entretiens, normalement, le bilan, il est fait. Et donc, ton entretien annuel d'activité devient ton propre développement, ton projet. Toi. Donc, et là, on parle des femmes et des hommes. Et ça, c'est sûrement la clé du succès. Et puis, bien sûr, une 5e que je mettrai en avant, c'est l'innovation. C'est cette envie impérieuse de pouvoir, en tout cas, amener du progrès aux femmes et aux hommes qui sont utilisateurs des produits. C'est peut-être la résultante des 4 autres, d'ailleurs. Sûrement, d'ailleurs. Sûrement. C'est ça. Et c'est l'autorisation, si tu veux, que tu as et que l'entreprise permet d'oser.
D'oser. Et encore une fois, ce que je disais à mes équipes pour l'innovation, c'est, on n'est pas là pour faire des produits qui seront dans un musée. C'est pas ça. On est là pour faire des produits qui répondent à un usage sportif et qui seront perçus comme étant un progrès pour les utilisateurs. Donc, n'attendons pas le parfait. Parce que notre imparfait, parfois, il est un progrès pour l'homme. Et donc, il est utile. Et je crois que c'est important parce que j'ai rencontré des tas de personnes, mais vraiment magiques, mais elles attendaient tellement le parfait qu'elles ne mettaient pas de produits sur le marché. Et encore une fois, je pense qu'il faut s'apaiser de ça, il faut s'alléger de ça, hein, parce que il y a quand même une contrainte parfois dans les entreprises, c'est toujours chercher à faire plus. Et moi, je pense qu'il faut surtout être obsédé pour faire mieux ce que l'on fait. Et le mieux, s'il est un progrès, il faut pas hésiter à le partager avec des utilisateurs. Justement, tu nous parlais tout à l'heure de l'observation des utilisateurs. Ça, c'est sûrement un élément majeur. Quelle est pour toi la plus belle innovation produit chez Decathlon de ce que tu as vu sortir? Ouais, il y en a une qui est emblématique, c'est seconde, l'attente de seconde, oui, on en parle. L'attente de seconde, elle est juste emblématique, c'est là, parce qu'en plus, pour la petite anecdote, c'est un groupe de collaborateurs de Decathlon qui décide de faire une petite expédition, on va dire ça, donc une petite marche en montagne avec des clients et des utilisateurs et qui aiment la randonnée. Et puis autour sûrement d'un petit repas comme ça le soir après une rando bien sympa. On se met à délirer un peu. Donc ils échangent un petit peu et puis il y a une personne qui dit mais moi de toute façon quand on marche parfois les produits qu'on a sur le dos sont lourds. Quand on est fatigué à la fin, ce qui se passe, c'est que il faut monter la tente et parfois c'est long. Et j'ai toujours rêvé, et là, je fais un geste de la main, j'ai toujours rêvé de quelque chose que l'on jette comme ça et qui se déplie, ça fait une tente. Génial. Et ce geste-là, il est devenu le système seconde. C'est fou. Bon, depuis, il a énormément évolué et les équipes continuent à bosser, mais en tout cas, c'est l'une des plus belles innovations. Bon, il y a un truc que je trouve génial, c'est le masque quand même. Ça, c'est la révolution quand même. Plutôt que le masque et les Ibresse par rapport au masque et tuba, on a toujours peur d'en prendre une goulée qui vient venir par la vague du haut. Là, c'est franchement génial, cette idée. Tout à fait. Donc là, on est sur de la randonnée aquatique et l'idée, c'est vraiment de rendre accessible à nouveau le sport et de faire en sorte qu'on puisse vivre un bon moment aussi et qu'on a le droit aussi de voir ce qui se passe sous l'eau si on a envie, malgré la peur qu'on peut et l'appréhension qu'on a parfois de l'eau. Et l'Easy Breath, ça a été effectivement une évolution et nouveau l'accessibilité, rendre accessible au plus grand nombre. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire et au campus des dirigeants, on parle souvent de Decathlon parce que c'est quand même une très belle aventure. Et je dis toujours que c'est un exemple pour moi de comment la raison d'être de l'entreprise s'incarne vraiment dans les produits, dans tout ce qu'on fait, s'incarne au sens mettre dans la chair, quoi. Hein. C'est magnifique. La raison d'être, c'est pas de la philosophie. Ça doit s'incarner dans le business model. Ouais, voilà. Et puis encore une fois, quand tu aimes les gens, eh ben tu réfléchis à ce qui est bon pour eux, quoi. Et je pense qu'une des grandes clés dans les métiers chez Decathlon, c'est d'aimer les gens. Si t'aimes les gens, tu trouveras avec eux des solutions. Je dis bien avec eux. Hein, parce que l'utilisateur, il est aussi source de progrès pour l'entreprise. Et donc le mettre dans le jeu, l'inviter, créer avec lui des opportunités d'échange, je trouve aussi que ça fait sûrement l'une des grandes clés du succès du groupe Decathlon. Merci de nous avoir partagé cette analyse des facteurs clés de succès de Decathlon. Alors, Decathlon, c'était avant, maintenant tu fais autre chose. Tu es devenu un coach de dirigeant et cadre dirigeant. Et puis, je sais aussi que tu accompagnes des entreprises qui sont en réflexion sur leur raison d'être, la reformuler, la chercher, la dénicher en quelque sorte pour redonner du peps à leur projet d'entreprise. Tu veux nous partager quelques éléments sur ce métier de coach d'abord que tu pratiques? Comment tu vis ce métier-là par rapport à un métier de dirigeant où tu avais pris des décisions? Quand on est coach, je pense qu'on en prend moins de décisions. On est là pour plutôt comme la sage-femme qui aide à accoucher la maman de son bébé. Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux, en quittant bon, j'avais l'opportunité de rester chez Decathlon, mais je voulais absolument
Je voulais absolument rester ambassadeur de Decathlon. Je voulais pas faire l'année de trop qui m'aurait peut-être rendu un jour aigri de Decathlon. Et je voulais au contraire rester grand ambassadeur de Decathlon et honorer en tout cas. Et tu l'es. Merci pour ce matin encore. Ces années passées. Et néanmoins, quand je quitte Decathlon, je tire l'un des fils de passion qui est le mien et notamment sur l'humain. Et je décide de m'engager toujours à côté des femmes et des hommes et effectivement en étant coach. Je pense que dans ma posture, j'ai toujours été coach. Oui, avec le sport en plus, t'as été coach dans le football, j'imagine. Ouais. Tout le temps. Donc, si tu veux, donc cette posture, comme tu le dis très bien, c'est pas une posture de décision, mais c'est simplement de permettre à des femmes et des hommes de prendre leurs propres décisions. Et la chance, en tout cas, que j'ai aujourd'hui, c'est de vivre des vies par procuration. Et ça, c'est juste... et je remercie, en tout cas, celles et ceux qui me font confiance. Et avec elles me choisissent. C'est comme si elles décidaient de faire une randonnée. Et je suis un compagnon de voyage pour elles. Quand tu es choisi comme compagnon de voyage, il y a deux choses que tu leur dois. La gratitude. Donc, je les remercie de m'avoir choisi. Donc, sur ce chemin. Et la deuxième chose, quand on aime les gens, c'est un peu comme avec nos enfants. C'est d'être exigeant, confrontant avec eux. Et donc, la confrontation, elle existe aussi. Et elle est aussi une arme de l'humaniste en management, en coaching. J'ai quatre choses qui font que je me lève le matin. La première, c'est je me lève pour apprendre. Et quels que soient les gens que je rencontre, quel que soit l'âge, quel que soit le diplôme, quelle que soit leur couleur, quel que soit ce qu'ils sont, je viens pour apprendre. Donc ce matin, je viens pour apprendre. Donc je me lève pour apprendre et en coaching, je viens pour apprendre. Et je leur dis d'ailleurs, je viens pour apprendre. Deuxième chose, je viens pour être utile. Donc, si je peux être utile, je serai utile. Troisième chose, et ce qui est important dans nos vies, je viens pour me faire plaisir. Ah oui. Et donc, ça, c'est le fun aussi qui est important. Et la quatrième chose qui vient bien loin derrière, je viens pour partager une expérience. Ce qui fait que parfois, en coaching, j'autorise le fait, je demande l'autorisation d'être soit parfois mentor, ou parfois de former sur certaines choses que j'entends. Oui. Ce que m'a appris le coaching comme ça, si tu veux, depuis 7 ans, c'est que l'homme est unique. L'unicité. Et j'adore l'unicité et je prends soin de cette unicité. Donc, ce que je leur dis aux gens, je suis pas là pour vous transformer. Je suis juste là pour que vous puissiez aller à votre propre rencontre. Et quelque chose que j'ai découvert, Bruno, et je le voyais pas très, très bien avant, c'est que beaucoup d'entre nous ont perdu l'amour d'elles-mêmes. Elles sont obsédées par le regard des autres sur elles, comme si elles attendaient l'assentiment, et elles ont oublié qu'elles sont leurs propres décideurs de leur vie. Et que, en étant uniques, elles ont droit aussi d'avoir une place dans cette société. Donc, les sujets souvent, c'est l'amour de soi, c'est ma place. J'ai plus ma place. J'ai rencontré des fondateurs, qui s'interrogent sur leur place. Un petit peu comme le syndrome de l'imposteur, Est-ce que réellement je suis légitime là où je suis? Donc j'ai ce type aussi de sujets qui sont assez déroutants et impressionnants. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est je les fais sortir parfois de cette quête impérieuse du parfait pour apprendre à aimer l'imparfait. Et apprendre à aimer l'imparfait, pour nous en tant qu'humains, ce sont nos vulnérabilités. Apprendre à aimer nos vulnérabilités. Et je crois qu'un leader et un grand leader, c'est celui qui aime les vulnérabilités de ses collaborateurs. Voilà, donc j'ai découvert ça, et en faisant ça, forcément, j'ai beaucoup découvert des choses de moi, parce que c'est aussi allé à ma rencontre. Donc depuis 7 ans, je suis accompagné par un psy. J'ai des séances très régulières que je m'impose, parce que je veux éviter le transfert contre transfert avec un coach. C'est ce que je lui dois. Mon psy me sert aussi de superviseur, parce que son passé professionnel lui permet de le faire. Donc je travaille beaucoup sur moi, sachant qu'il y a quelque chose en tout cas qui est devenu une quête pour moi, un chemin pour moi, une destination, c'est de chercher à aller à ma rencontre. Et je pense que le Graal de nos vies, c'est de répondre à cette question, c'est qui suis-je? Alors, ça fera la transition avec le sujet suivant. Je pense que ceux qui nous écoutent comprendront pourquoi je t'ai choisi pour traiter au sein du campus des dirigeants un thème de formation, ou en tout cas de développement leadership. Ça s'appelle le dirigeant porteur de sens pour l'action. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu mieux ce qu'on y vit sur ce sujet-là? Qu'est-ce que tu fais vivre aux dirigeants? Oui. Alors, sur le sens, d'abord, avant de répondre à ça, je veux dire que quand on parle de sens, il faut de suite qu'on parle de travail.
parce qu'on se lève pour travailler. Oui. Et on cherche de donner du sens à un travail. Mais c'est d'abord un travail. Je le dis parce que quand on est toujours sur le sens, parfois j'entends des gens, ça ressemble à une philosophie. Oui, c'est ça. Mais en fait, non, quoi. Les deux sont liés. Donc c'est d'abord un travail. Et de ce travail, comment est-ce qu'on essaie de nourrir, en tout cas, un travail nourri. Exactement. Donc, donner du sens à son travail. Donc, dans le cadre du campus et sur les dirigeants porteurs de sens, donc j'aborde d'abord le champ de la personne. Le champ de la personne, c'est qui suis-je, moi, et progressivement leur faire découvrir et poser des mots sur unicité, pour qu'ils comprennent aussi que quand ils animent des équipes, les femmes et les hommes qui sont en face d'eux sont elles aussi uniques, comme eux sont uniques. Donc je fais découvrir ça progressivement. On découvre aussi et on pose des mots comme vulnérabilité, parce que j'ai parfois des gens qui sont dans une quête du parfait, et la perfection, l'image, ils s'abîment, tu vois, ils s'abîment, et parfois ils se maltraitent parfois. Ils dépensent beaucoup d'énergie à sembler parfait. Exactement. Et donc parfois ils ressemblent à des personnages. Mais pas des personnes. Et donc on découvre ça. Donc encore une fois, c'est une approche que l'on a, c'est une initiation à ça, parce qu'il faut beaucoup de temps, mais c'est important en tout cas qu'ils y goûtent et qu'ils touchent ça. Donc il y a toute une partie sur ça. Il y a une deuxième partie, c'est sur le champ de la personne morale, l'entreprise. Et là, c'est important parce que on aborde 3 sujets. Le manifeste. Le manifeste, c'est les croyances. Quelles sont nos croyances? C'est quoi les croyances qu'a l'entreprise dans son domaine Qu'est-ce qu'elle observe du monde? Qu'est-ce qu'elle observe dans le domaine qui est le sien? Et qu'est-ce qu'elle souhaite apporter comme réponse? En assumant ces réponses, ce sont ces croyances, c'est l'hypothèse qu'elle formule. Donc on ne demande pas à la juger, c'est ce qu'elle a envie de dire au moment où elle rentre sur son marché. On aborde le manifeste, on aborde une deuxième chose qui est la raison d'être. Donc la raison d'être, c'est important parce que de tout temps, quand on pose la question, ça a toujours été un cap. Donc c'est une destination. Donc le cap, c'est parfois économique, parfois on veut être meilleur mondial, meilleur local, meilleur tout. Mais ça, c'est condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est plutôt l'ambition, ça. La raison d'être, c'est la signification. À quoi sert-elle? Et surtout, à quoi sert-elle pour toutes ces parties prenantes? J'ai connu l'entreprise quand c'était l'actionnaire qui imposait. J'ai connu quand l'actionnaire dit non, mais les femmes et les hommes qui sont chez nous sont aussi des femmes qui ont des choses à dire. Donc elles se sont intéressées aux femmes et aux hommes et elles les ont fait participer dans le cadre de vision, par exemple, et notamment des visions remontantes. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et au-delà, on doit être capable de mettre autour d'une table des citoyens, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs et des actionnaires. Donc, les parties prenantes de l'entreprise. Et donc, ça c'est sur la raison d'être. Et la raison d'être, elle se bâtit avec toutes ces parties prenantes. Donc ça, c'est raison d'être, la signification. Et la troisième chose que l'on aborde, c'est le socle de valeur. C'est l'ancrage. Donc ça, c'est sur le champ de la personne morale. Champ de la personne physique, champ de la personne morale. Et puis après, quand en fonction des échanges, on aborde aussi les 5 sens. Et dans les 5 sens, c'est réapprendre à écouter, pas entendre mais écouter. C'est réapprendre à observer ce que je vois, donc la vue, l'odorat, sentir, l'ouïe, et de réapprendre tout ça. Et pour réapprendre tout ça, parce que souvent je leur dis, les solutions, elles sont parfois juste à côté de nous. Mais on est tellement parfois dans une roue, donc qui tourne de plus en plus vite avec des agendas remplis, qu'on passe à côté de tout ça et qu'on oublie tout ça. Tu vois, moi depuis que j'ai quitté Decathlon, je suis encore plus souvent dans la nature. Et en ayant quitté le bruit qui me sécurisait hier, j'ai redécouvert le silence. Et le silence a provoqué une chose chez moi, c'est que mon taux d'écoute a profondément changé. Et je le sens. Tu le sens, tu le vis. Je le vis. Voilà, donc c'est ce qu'on fait dans le cadre de ce partage. Il est en général très très apprécié. Très apprécié parce que c'est une attention très forte qui est donnée à chacune et chacun dans ce temps-là, et c'est un temps pour eux, quoi. Et c'est ce qu'offre le campus. Mais tu vois, Franck, je suis frustré parce que le temps est déjà quasiment passé. Mais c'est tellement dense tout ce que tu m'as dit ce matin, et en fait pour moi c'était formidable parce que on se voit comme on collabore, mais on se voit toujours un petit peu en coup de vent. À chaque fois que j'ai passé du temps pour me poser avec toi, te donner la parole, j'ai beaucoup appris aussi, donc un grand merci pour ça. Puisqu'on est sur un podcast qui est écouté par des entrepreneurs et dirigeants, je te propose peut-être pour la fin
que tu réfléchisses et délivres un message qui te paraît important pour tous ceux qui portent ces responsabilités d'une entreprise. Alors, tu l'as peut-être déjà un peu dit, mais peut-être reformuler là spontanément comme ça vient maintenant. Quelque chose avec lequel ils vont pouvoir repartir tout de suite là en quittant ce podcast. Bon, déjà leur dire que moi je suis admirateur de l'entrepreneur, que j'ai fait un choix de vie, c'est d'être à ses côtés. Donc qu'aujourd'hui être entrepreneur c'est aussi parfois un habit que l'on porte, mais on est aussi des femmes ou hommes, donc entrepreneuses ou entrepreneurs, que la vie est belle, que la vie mérite d'être vécue, que il faut que les entrepreneurs redonnent de la place au moi enfant, à l'insouciance, qu'ils se donnent du temps aussi pour vivre, pour eux-mêmes, pour vivre. Et donner du temps pour vivre, c'est de poser leurs essentiels, ce dont ils ont besoin pour être heureux, et de chercher tous les jours à prendre soin de leurs essentiels. Et de comprendre une chose, c'est qu'ils sont au cœur du jeu, et qu'on commence d'abord à prendre soin de soi, pour continuer à prendre soin des autres, et que prendre soin des autres, ça n'est pas prendre soin de soi, c'est un faux ami. Donc, que chacun commence à prendre soin de lui, c'est important, et pour continuer à prendre soin des autres, et qu'ils se disent aussi que la vie, l'entrepreneuriat, c'est une très grande conscience professionnelle, très très grande conscience professionnelle, mais c'est aussi du fun et beaucoup de fun, et qu'on a le droit de s'autoriser à être imparfait. Ah, mais je pense que ça va apporter un peu de légèreté pour la journée à ceux qui nous écoutent. Merci Franck d'avoir passé ce temps avec moi ce matin. Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci à toi Bruno.